Alors bonjour et merci de me donner l'opportunité de partager ces quelques réflexions à travers lesquelles je souhaiterais présenter avant tout une grille d'analyse générale de l'évolution récente du travail social, ou, pour le dire plus modestement, quelques pistes d'interprétation et d'action face aux changements massifs que connaît cet univers professionnel. Alors, peut-être pour commencer, est-il nécessaire que je précise d'où je parle et pourquoi, en fait, je me permets une telle proposition. Alors, je suis un peu au croisement entre au moins trois postures. Tout d'abord, j'ai rencontré le travail social en tant que chercheur en sociologie et en anthropologie. J'étudiais à l'époque les pratiques professionnelles, puis je suis devenu moi-même travailleur social. D'abord comme animateur dans le handicap, puis éducateur en prévention spécialisée, ensuite dans l'hébergement social, enfin dans la formation. Et en parallèle, j'ai développé des engagements militants dans différentes sphères. De ces différentes expériences, j'ai retiré finalement les mêmes constats que nombre de mes collègues, à savoir que le travail social va plutôt mal, et cela du fait d'une multiplicité de problèmes, mais mon intuition première, en fait, ça a été que c'est justement cette multiplicité de problèmes, de tensions qui, en rendant la situation du travail social illisible, difficile à penser, c'est cette multiplicité de problèmes donc qui s'avère être le principal problème. D'où cet effort que je mène à travers mes activités de proposer une grille d'interprétation générale pour soutenir les collègues, les personnes accompagnées aussi indirectement, pour essayer de penser notre situation, bref, pour essayer de retrouver un petit peu de sens. La première étape pour essayer de lire la situation du travail social, en fait, c'est de le remettre en lien avec le contexte général dans lequel il est immergé. Ce contexte politique et économique général, c'est celui de l'histoire récente du capitalisme. Et pour être plus précis, parce que capitalisme, ça veut tout et rien dire, c'est ce contexte général, c'est celui d'une extension du mode de production industrielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? S'il y a eu moult débats sur l'évolution du système industriel capitaliste, un accord semble se dégager autour du fait que celui-ci ne consiste plus seulement en une multiplication de mines et d'usines, mais c'est véritablement devenu une manière globale d'organiser le travail, n'importe quel travail quasiment. Raison pour laquelle des chercheurs et chercheuses ont commencé dès la seconde moitié du XXe siècle à peu près à faire observer que l'industrialisation s'étend également à de nombreuses activités dites de services. À l'heure actuelle, on prend souvent comme exemple les employés de supermarchés, de la logistique, de la restauration rapide ou encore les salariés des centres d'appel qui font du démarchage téléphonique. Cette industrialisation des services se voit à travers les méthodes, l'organisation et les finalités qui sont attribuées au travail, à savoir production et traitement de masse en quantité et non en qualité, standardisation de l'activité, omniprésence des outils numériques et technologiques qui des fois contraignent le ou la salarié dans sa pratique, dans son activité. Également, parcellisation et taylorisation des tâches, comme on dit, c'est-à-dire en gros c'est le caractère fractionné et répétitif qui est conféré au travail. Il y a aussi la course à la rentabilité, etc., etc. Et par ailleurs, cette industrialisation, y compris donc dans les services, engendre clairement une pénibilité physique, mais surtout une usure mentale. Autrement dit, et là je raconte vraiment pas grand-chose d'original, les logiques dominantes dans le monde du travail ressemblent de plus en plus en fait aux logiques du travail à l'usine. Là où nous autres travailleurs sociaux et travailleuses sociales nous sommes concernés, c'est que en fait des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour pointer que ces logiques d'industrialisation touchent désormais des services relationnels, comme typiquement l'hôpital, la psychiatrie, les services à la personne, notamment l'aide à domicile ou bien les EHPAD, et même également le secteur scolaire. Alors, c'est l'ensemble de ces constats, ainsi que mes expériences de terrain et mes recherches, qui m'ont amené à faire l'hypothèse que le travail social est lui aussi en voie d'industrialisation.
Réfléchir à partir de cette hypothèse peut nous apprendre différentes choses sur le mode de production industriel, sur le travail social lui-même, mais aussi par conséquent sur des pistes de résistance à ces bouleversements en cours. Alors, comment qualifier l'industrialisation du travail social? Comment la définir? J'en ai pour l'instant dégagé principalement 3 dimensions. La première dimension, c'est les instrumentalisations du travail social. Autrement dit, la logique d'industrialisation, elle se voit d'abord dans la façon dont les politiques, les appareils d'État, les décideurs en général, cherchent à instrumentaliser le travail social. C'est-à-dire en faire au final un instrument de profit politiciens, électoraux ou financiers. Ces instrumentalisations, elles se voient dans les ouvertures à la concurrence, à la spéculation financière et aux logiques marchandes. Ces instrumentalisations, elles se voient aussi dans le renouvellement du contrôle social auquel sont poussés les professionnels. Autrement dit, la première dimension de l'industrialisation du travail social, pour dire ça simplement, c'est que ces financeurs se comportent de plus en plus comme des actionnaires en attente de retour sur investissement. La deuxième dimension, du coup, c'est le formatage des pratiques professionnelles. Pourquoi? Transformer le travail social en un instrument de profit politicien ou financier implique en effet qu'il puisse être le plus maniable et le plus efficace possible. Cela s'obtient en faisant entrer les pratiques professionnelles dans les formats des logiques de gestion, entraînant par là un formatage des pratiques professionnelles. Ce formatage, il s'observe à travers la dégradation des formations et la déqualification des professionnels en contact avec le public, phénomènes qui produisent un recalibrage des emplois visant à en faire des métiers d'exécutants qui ne coûtent pas cher. Le formatage des pratiques, il peut également s'observer à travers l'uniformisation des pratiques professionnelles par les outils et les procédures gestionnaires et technologiques. Et notamment, alors typiquement, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est notamment les démarches qualité, quand elles sont déconnectées du réel, l'informatisation, la dématérialisation des procédures, bref, le travail social devient de plus en plus un travail à la chaîne, formaté, et le travailleur ou la travailleuse, de même que la personne qui bénéficie de leur travail, deviennent de plus en plus des rouages, voire des appendices d'un système qui fonctionne avant tout dans son propre intérêt politicien ou financier. Par conséquent, la troisième dimension de l'industrialisation du travail social, elle s'observe dans la prolétarisation des professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le travailleur ou la travailleuse sociale devient un simple rouage dans un système de plus en plus industrialisé, il est en fait renvoyé à sa condition de prolétaire. Je parle de conditions de prolétaire parce qu'il y a à la fois une exploitation matérielle et une exploitation subjective ou psychique, on va dire. L'exploitation matérielle, elle se voit notamment à travers la soumission, la subordination des travailleurs et des travailleuses aux décisions des financeurs actionnaires tout-puissants. Elle se voit à travers les budgets dérisoires qui sont alloués à la plupart des actions de terrain. Elle se voit à travers les niveaux de salaire qui sont misérables dans le travail social. L'exploitation subjective ou personnelle, quant à elle, elle se voit dans le fait que les travailleurs et les travailleuses sont essorés, sont lessivés. Beaucoup connaissent une usure mentale, des désillusions terribles par rapport aux valeurs qui avaient motivé leur engagement dans le travail social, des sentiments de lassitude, des sentiments d'impuissance ou de culpabilité. Certains collègues parfois connaissent même des burn-out, des maladies professionnelles, des démissions, des reconversions, bref, cette industrialisation du travail social peut engendrer une aliénation, c'est-à-dire un sentiment de perte de sens de son travail. Le tableau que je dresse jusqu'à présent peut sembler particulièrement sombre, et on pourrait se dire après tout, ça se passe pas comme ça partout dans le travail social. Et c'est précisément en partant de cette intuition qu'on peut apercevoir des pistes de résistance à l'industrialisation du travail social. En effet,
Il faut observer que cette colonisation industrielle, elle ne prend pas les mêmes formes partout dans le travail social, dans tous les établissements, dans tous les départements de France, dans toutes les équipes. Et heureusement. Pourquoi? C'est parce que, selon moi, il faut voir le travail social avant tout comme un vaste écosystème professionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le concept de travail social, en fait, concrètement, ça renvoie à un ensemble d'éléments divers qui sont en interaction continue. Il y a des dispositions budgétaires et réglementaires, il y a des institutions, des normes institutionnelles, il y a des positionnements idéologiques, il y a une diversité de métiers, de professions, une diversité de dispositifs, d'activités, etc., etc. Et comme tout écosystème, le travail social a par ailleurs des racines concrètes, à savoir les relations entre des personnes accompagnantes et des personnes accompagnées. Réfléchir à partir de ces pistes d'interprétation nous amène à formuler la conclusion suivante. En s'étendant au travail social, le processus d'industrialisation engendre différents types de dérèglements de cet écosystème qu'est le travail social. De la même manière, en fait, finalement, que l'industrialisation du monde, si je peux me permettre, a engendré des dérèglements du climat et des écosystèmes de notre planète. La conséquence de cette conclusion et l'intérêt finalement de la grille d'analyse que je propose, c'est, comme je disais à l'instant, de rendre peut-être plus lisibles les changements en cours, mais aussi les moyens de résister à ceux qui, parmi ces changements, s'avèrent mortifères. Ainsi, en s'inspirant des idées et des pratiques des mouvements ouvriers et des mouvements écologistes notamment, on peut schématiser deux pôles à partir desquels peuvent se lire les résistances à l'industrialisation du travail social. Au premier pôle, il s'agit de prendre soin des racines dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire prendre soin de l'engagement des personnes accompagnantes et des personnes accompagnées dans les relations qu'elles tentent de cultiver dans des contextes concrets. En tant que professionnel, cela implique de continuellement se poser la question: à quoi suis-je le plus utile si j'agis de telle manière? Aux personnes accompagnées ou bien à ma hiérarchie et mes financeurs? Il faut ensuite agir en conséquence, dans l'idéal, avec ses collègues. Schématiquement, ce pôle donc, c'est celui de l'éthique. Mais pas n'importe quelle éthique, c'est l'éthique qui prend les choses à la racine, c'est-à-dire les gens et leurs interdépendances, et qui défend ces racines en pratique. C'est ce que j'aimerais appeler une éthique radicale, au sens de Karl Marx. C'est un rapport engagé à son travail qu'on peut toutes et tous avoir dans une certaine mesure. Cet engagement, il se retrouve également, par exemple, dans des associations ou bien des collectifs de solidarité, dans lesquels d'ailleurs s'engagent souvent des travailleurs et des travailleuses sociales en dehors de leur boulot. Ces collectifs appartiennent pleinement à ce pôle éthique. Au second pôle, il s'agit de lutter contre les dérèglements globaux. Cela se fait en essayant d'interpeller les pouvoirs, d'influencer les structures générales. C'est le rôle des partis, des syndicats, des grands groupes militants qui défendent non pas des personnes concrètes, en tout cas pas directement, mais en général plutôt des causes, des principes, voire des réformes. Et ils le font à travers des manifestations, des débats d'idées, des événements militants. Schématiquement, donc, ce pôle, c'est le pôle politique. Bien entendu, les postures de chacun et chacune traversent ces deux pôles. Il y a des interconnexions et il s'agit donc d'articuler ces deux pôles, de les faire converger, au moins dans leur manière d'interpréter les choses et surtout dans leur manière de chercher à les transformer. C'est ce à quoi j'espère avoir contribué avec cette réflexion, que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à son terme.